Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, Elisabeth Borne muselle les entreprises à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux. Le ministre du Travail a rendu obligatoire le port du masque dans tous les espaces clos et partagés des entreprises. Une nouvelle contrainte qui s'ajoute aux difficultés économiques. Nous prendrons ensuite la direction de la Biélorussie. 10 jours après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, les manifestations s'intensifient pour réclamer son départ. Nous ferons le point avec le rédacteur en chef du Visegrad Post, Ferenc Almasi. Et puis, retour à la nature dans la réserve du Grand Barry dans la Drôme. L'Association pour la protection des animaux sauvages souhaite transformer cet espace en réserve de vie sauvage. Le port du masque pour toutes les entreprises en pleine effervescence face à une hypothétique deuxième vague. Le ministre du Travail, Elisabeth Borne, entend serrer la vis alors que les entreprises sont déjà durement éprouvées par la crise en cours. Olivier Frère-Jacques. Masque partout, emploi nulle part. Alors que la majorité des Français qui ont encore un emploi vont regagner leur lieu de travail dans les 2 semaines à venir, le ministre du Travail entend poursuivre le flicage au masque jusque dans les entreprises. Des entreprises privées qui voient donc les protocoles anti-Covid se poursuivre et même être durcis. Ainsi, Elisabeth Borne affirme qu'il est nécessaire de systématiser le port du masque dans tous les espaces de travail qui sont clos et partagés. Il s'agit donc aussi bien des salles de réunion, des couloirs ou des vestiaires, ainsi que des espaces ouverts de travail dits open space. Une obligation en forme de revirement qui ne doit pas faire oublier que les porte-flingues du gouvernement affirmaient il y a peu encore que ces masques étaient inutiles. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection ? Surtout pas, c'est totalement inutile. Aujourd'hui, les masques bleus, qu'on appelle les masques chirurgicaux que l'on voit sur les photos, sont des masques qu'il faut mettre quand on est malade. L'annonce de cette nouvelle contrainte pour les Français qui travaillent a été faite lors d'une rencontre mardi entre le ministre Borne et les fameux partenaires sociaux. Alors que le protocole qui avait cours jusqu'à présent imposait le port du masque seulement quand la distanciation d'1 mètre n'était pas possible, la nouvelle mouture sera plus dure. De nouvelles négociations auront lieu la semaine prochaine avec les syndicats pour l'encadrement de ces nouvelles mesures. Les petites et moyennes entreprises, largement majoritaires en France et qui ne sont représentées ni par le MEDEF ni par les syndicats de salariés, subiront donc le choix de l'exécutif et des partenaires sociaux, et même si cela leur coûte très cher au risque de les pousser à mettre la clé sous la porte. Et si quelques bonnes idées ont filtré des échanges, comme celle de la CGT qui entend encourager la filière de production au niveau national pour contrôler la qualité des masques, les mesures qui seront annoncées dans les jours à venir ne devraient pas favoriser l'emploi. Si la sécurité des travailleurs doit naturellement occuper l'esprit du législateur et de l'exécutif, le maintien de l'emploi, lui, est vital pour éviter de passer d'une crise économique grave à une secousse majeure avec les conséquences sociales et sécuritaires que cela implique. Une batterie de mesures laisse d'ailleurs déjà craindre le pire. Le maintien de l'interdiction des terrasses chauffées depuis le 13 août empêchera dès l'automne aux cafés et restaurants de faire le plein et de compenser ainsi un peu les pertes du confinement. La fin du chômage partiel dans plusieurs secteurs, dont celui des salariés à domicile à compter du 31 août, participera, lui, d'un retour à la réalité qui va faire mal, en contraignant trop les entreprises et en les faisant payer, ainsi qu'en intensifiant la pression sur les travailleurs avec les nouveaux dogmes de l'hygiène post-Covid. Le gouvernement pourrait contribuer à l'aggravation de la crise de l'emploi. Une élection présidentielle qui a du mal à passer. 1 semaine après la réélection du président Alexandre Loukachenko, les manifestations se multiplient pour réclamer un nouveau scrutin en Biélorussie. Malgré les soupçons de fraude, le chef de l'État entend bien conserver son fauteuil. Plébiscité dans les urnes mais chahuté dans la rue. Depuis plus d'1 semaine et la nette réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko, une partie de la population a bien du mal à digérer le résultat du scrutin. En effet, dans toutes les grandes villes du pays, et en particulier à Minsk, la capitale, les mobilisations se multiplient contre le pouvoir en place. Dimanche, des dizaines de milliers de manifestants ont réclamé le départ de l'autocrate et se sont dirigés vers le monument érigé en mémoire des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Ces mobilisations inédites depuis près de 3 décennies interviennent alors que la victoire d'Alexandre Loukachenko, qui revendique 80% des suffrages à la présidentielle du 9 août, a été perçue comme largement truquée. Face au vent de révolte, les 4 premières soirées de manifestation avaient été réprimées par les forces anti-émeutes, faisant au moins 2 morts et des dizaines de blessés. Depuis jeudi, la tension a baissé et les manifestations se sont déroulées sans arrestation. Les autorités biélorusses ont donné des signes de recul après des protestations occidentales et annoncé la libération de plus de 2000 des 6000
1700 personnes interpellées. Si les manifestations anti-Loukachenko font grand bruit, à l'inverse, le président biélorusse peut également compter sur le soutien de nombreux partisans. Selon les chiffres officiels, ils étaient 50 000 dimanche sur la place de l'Indépendance à Minsk en soutien à Alexandre Loukachenko qui a fait une brève apparition. Le soutien de partisans et un solide allié, Vladimir Poutine. Le président russe lui aurait promis une aide qui permettra de résoudre les problèmes. Pas de détails sur l'aide en question, mais cette entente représente un virage à 180 degrés pour Alexandre Loukachenko qui a construit toute sa 6e campagne présidentielle autour de la souveraineté de la Biélorussie contre les velléités intégrationnistes de Moscou. Une aide qui peut surprendre, mais qui fait parfaitement les affaires du Kremlin, selon le rédacteur en chef du Visegrad Post, Ferenc Almasi. Se tourner vers la Russie, tout simplement parce que Loukachenko a toujours dit qu'il voulait un pays véritablement indépendant. Il n'a jamais accepté d'être un pion russe, même si évidemment le pays, de par son passé d'ancienne république soviétique, est intimement lié à la Russie. Il y avait un projet d'union entre la Biélorussie et la Russie qui est tombé à l'eau parce que Loukachenko voulait garder l'indépendance. Donc il faut quand même garder ça en tête, il ne faut pas prendre Loukachenko pour un pion de Moscou. En revanche, évidemment, lorsque il voit la nature des manifestations et certaines forces extérieures qui les soutiennent, il a bien conscience qu'il pourrait être rapidement balayé par un mouvement politique soutenu par tout l'Occident, ou presque. Et donc, sa garantie contre, je le cite, l'entrée de l'OTAN dans la Biélorussie, c'est de se tourner vers Moscou. Mais évidemment, ça sera, dans ce cas de figure, à l'avantage de Moscou, qui a depuis longtemps envie de se débarrasser du caillou dans la chaussure que peut représenter Loukachenko. De son côté, l'Union européenne a ordonné des sanctions contre des responsables biélorusses liés aux fraudes électorales et à la répression. D'ailleurs, lundi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire des 27 dirigeants de l'UE mercredi par visioconférence pour discuter de la situation en Biélorussie et éventuellement étendre les sanctions déjà décidées. Un bras de fer semble se profiler donc entre la Russie d'un côté et l'Union européenne de l'autre, un scénario qui pourrait rappeler celui de l'Ukraine en 2014. Cependant, selon Ferenc Almasi, la comparaison est limitée. Alors évidemment, on est tenté de comparer ce qui se passe en Biélorussie avec les événements du Maïdan en 2014 en Ukraine. La comparaison s'arrête très vite parce que, comme je le disais, il n'y a pas, contrairement à ce qu'il y avait en Ukraine, qui était quand même un régime parlementaire malgré tout, il n'y a pas en Biélorussie de grands partis d'opposition structurés, financés, organisés avec des activistes, etc. Il n'y a pas les mêmes organisations nationalistes. Donc on ne peut pas comparer ce qui se passe en Biélorussie avec ce qui s'est passé en Ukraine, même si évidemment les scénarios ont des similitudes. Je ne pense pas qu'en Biélorussie, le scénario ukrainien puisse se dérouler, déjà pour ce que j'ai dit, mais aussi parce que, on pourrait dire, le camp russe a appris du Maïdan. Ils ont tiré les leçons de cela, et je pense que c'est pour ça que Loukachenko a dit qu'il était prêt à faire appel à la Russie pour désamorcer aussi toute velléité d'aller plus loin du côté de l'opposition. Pas de comparaison avec le scénario ukrainien donc, et si dans un premier temps Alexandre Loukachenko a rejeté toute concession et exclu la tenue d'un nouveau scrutin, le président biélorusse a légèrement revu sa copie. Lundi, il s'est dit prêt à partager le pouvoir. Le chef de l'État a promis qu'une nouvelle élection présidentielle aurait lieu après une réforme de la Constitution. En tentant de calmer le jeu, Alexandre Loukachenko tente de gagner du temps face à la pression et essaye de diviser ses opposants entre les plus modérés qui seraient prêts à partager le pouvoir et les radicaux qui ne veulent pas entendre parler de cette solution. Quoi qu'il en soit, le président biélorusse se trouve pris en tenaille. Même s'il conserve son fauteuil, il ne pourra plus compter que sur le soutien de Moscou et donc n'en sera que plus docile. Et puis, retour à la nature dans la réserve du Grand Barry dans la Drôme. L'Association pour la protection des animaux sauvages souhaite transformer cet espace en réserve de vie sauvage. Marcher, contempler, respecter la quiétude des lieux, ne pas laisser de traces. Voilà ce qui est autorisé sur cette ancienne carrière d'extraction de gravier. Le chantier terminé, la zone a été laissée telle qu'elle et remise en eau par le Rhône. Depuis 2013, le site appartient à l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. C'est une
une des seules zones humides tranquilles entre la Camargue et les Dombes. Donc c'est un endroit qui va être très apprécié des migrateurs qui vont pouvoir se poser là, reprendre un peu des forces et puis continuer la migration. Et ça, c'est assez rare sur ce parcours. Donc nous, on est très contents de le préserver et de limiter l'impact humain pour que les oiseaux viennent ici se reposer. Cet espace naturel est l'une des 3 réserves de vie sauvage de l'association. Le principe, la libre évolution, autrement dit ne pas intervenir et laisser faire la nature avec ses cycles de vie et de mort. Selon l'association, les réserves naturelles gérées par l'État ne sont pas assez ambitieuses pour lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité. Par exemple, dans le parc des Calanques, il y a l'exploitation de boues rouges qui est autorisée. On peut chasser à la glu dans ce parc-là. Il y a d'autres parcs ou d'autres réserves où on peut couper du bois, chasser, mettre du pastoralisme. En fait, on est loin de zones laissées en libre évolution. Ce discours suscite des inquiétudes. Avec l'achat de ces terrains, l'ASPAS est accusé de déstructurer l'économie circulaire en place. Les locaux revendiquent la richesse de la biodiversité drômoise et l'existence de programmes de protection de l'environnement. Certains estiment que l'association se trompe de combat avec la promotion du retour aux sauvages. La Drôme, c'est le premier département pour les orchidées sauvages, mais elles sont liées à des milieux anthropisés. Il y en a quelques-unes qui sont forestières et tout. Quand l'ASPAS aura racheté toute la Drôme et aura laissé en libre évolution cet écosystème, on aura perdu quelque chose. L'idée, c'est la gestion intégrée de la faune sauvage. On doit lui laisser sa place, toute sa place, faire des corridors biologiques pour restaurer les coupures, remettre des écosystèmes en fonctionnement et tout, mais la mise sous cloche, c'est complètement dépassé, quoi. Une posture que rejette l'ASPAS. Pour elle, l'être humain fait partie de l'écosystème, mais ne se trouve pas au centre. D'ailleurs, l'association communique peu sur les accès à ces sites. Seules quelques dizaines de randonneurs parcourent chaque année la réserve du Grand Barry. L'objectif, c'est d'avoir des surprises. Comme quoi, ça peut être certaines évolutions forestières, ça peut être l'arrivée de certaines espèces alors qu'on pensait qu'elles étaient... qu'on pensait qu'on ne les trouverait pas sur ces terrains. Ça peut être aussi une proximité avec certaines espèces. Ce jour-là, les plus visibles sont des insectes et de petits reptiles. Des traces témoignent de la présence d'autres animaux, comme le blaireau ou le cerf. Les plus grands secrets du massif forestier seront finalement livrés par une caméra, stratégiquement placée face à un point d'eau. Et on retrouve à présent Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Le masque se répand à Cannes. Dimanche, le maire de la célèbre ville de la Riviera, David Linard, a pris un arrêté municipal rendant obligatoire le port du masque dans tous les lieux clos, publics et privés collectifs, dès lors que les mesures de distanciation physique ne peuvent pas être respectées. Autrement dit, tous les espaces accessibles au public, mais aussi les parties privatives, communes, d'entreprises ou de copropriétés comme les entrées, les ascenseurs ou encore les piscines sont concernés. En cas de non-respect, l'amende s'élève à 38 €. Un pétrolier abandonné menace d'exploser. Ancré au large du Yémen depuis 2015, le tanker FSO Safer pourrait exploser et provoquer une marée noire selon une étude de l'ONU. Utilisé comme plateforme de stockage flottante, le navire n'a subi aucun entretien depuis 5 ans, ce qui a conduit à l'érosion de sa structure et à sa détérioration. Le port de Hodeidah, à l'ouest du pays, est contrôlé par les Houthis, qui avaient donné le feu vert mi-juillet aux experts de l'ONU pour inspecter le pétrolier, mais ceux-ci attendent toujours une autorisation écrite pour pouvoir s'y rendre. Des études font état d'un risque de déversement d'hydrocarbures qui pourrait détruire les écosystèmes de la mer Rouge. Fermer le port pendant 6 mois et exposer plus de 8,4 millions de personnes à des niveaux élevés de polluants. Des chiens pour les Nord-Coréens. Le chef d'État communiste Kim Jong-un a rendu illégale la possession d'animaux de compagnie en juillet. Les détenteurs de chiens sont ainsi invités à envoyer leurs petits amis à 4 pattes dans les zoos d'État pour que ceux-ci les revendent à des restaurants. Une décision justifiée par la tendance corrompue de l'idéologie bourgeoise que le président du Parti du Travail perçoit dans la possession d'animaux de compagnie et qui aurait aussi pour but de pallier la pénurie de nourriture dans le pays dans un contexte de sanctions internationales contre Pyongyang. Une chose est sûre, les réseaux sociaux et leurs réactions à géométrie variable ne sont pas restés insensibles à cette information croustillante et des milliers de courageux utilisateurs de Twitter notamment s'en sont pris au chef d'État nord-coréen.
Wuhan fait la fête alors qu'en France, une petite croisade anti-Puy du Fou a eu lieu après qu'une représentation devant 9000 personnes a eu lieu dans le parc à thème. La Chine fait mieux. À Wuhan, considéré comme l'épicentre de l'épidémie, des milliers de personnes se sont retrouvées dans un parc aquatique, évidemment sans les sacro-saints masques et gestes barrières. Il s'agissait selon l'AFP d'une méga fête techno. La province de Wuhan, Hubei, n'aurait pas connu de nouveaux cas de contamination depuis le mois de mai. Justin Trudeau, encore au cœur d'un scandale. L'égérie progressiste mondiale n'en finit plus d'être impliquée dans de vilaines affaires. Déjà pointé du doigt pour sa fâcheuse tendance à faire embaucher les gens de sa famille grâce à sa position, il est à nouveau éclaboussé par ses penchants népotistes. Ainsi, une enquête du commissaire canadien à l'éthique concernant le ministre des Finances Bill Morneau, poussé à la démission, rappelle les liens du Premier ministre Trudeau avec une association dite caritative We Charity, qui a grassement rémunéré son épouse et son frère. Une lumière dans l'espace. Dans un communiqué diffusé le 13 août, la NASA a fait savoir que l'hélicoptère Ingenuity, appartenant à la mission Mars 2020, a été mis sous tension avec succès le 7 août. L'agence spatiale a également indiqué qu'une vérification a été menée et son système d'alimentation a pu être rechargé. Jamais encore Ingenuity n'avait été allumé et rechargé dans l'environnement spatial. On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous parle de Davout, le maréchal de fer. D'une fidélité sans borne à Napoléon, Louis-Nicolas Davout est l'un des plus grands maréchaux de l'Empire, si ce n'est le plus grand, mais il faut dire qu'avec Lannes, ça se joue dans un mouchoir de poche. Avec ses nombreux faits de gloire qu'on ne compte même plus, il demeure surtout le seul maréchal invaincu durant toute l'épopée napoléonienne. Et évidemment, son plus grand exploit restera la bataille d'Auerstedt, le 14 octobre 1806, où face à des Prussiens 3 fois supérieurs en nombre, il parviendra, grâce à ses talents de manœuvrier et de tacticien, à remporter une victoire décisive et éclatante. Retour sur le parcours exemplaire de l'une des plus grandes figures de l'épopée militaire impériale et aussi de l'un des plus grands chefs de guerre français. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Bruno Le Maire, notre brillant ministre, a annoncé un plan PME, un plan de soutien aux PME et a largement octroyé 3 milliards d'euros pour mener à bien ce plan. Il est vrai que les PME sont un dispositif essentiel pour l'emploi en France, elles sont créatrices d'emplois, alors que les grands groupes ne le sont pas tant que ça, et donc les PME ont encore, j'espère encore longtemps, un rôle fondamental dans l'économie française. Or, les PME souffrent évidemment. Pourquoi? Parce que certaines sont sous-traitantes de grands groupes et les grands groupes ne vont pas si bien et abandonnent actuellement leur sous-traitance. Parce que la consommation va se réduire, les PME vont forcément être impactées par cette réduction de la consommation. Parce que les trésoreries des PME sont un peu asséchées par la période de confinement et donc sont dans des difficultés financières assez évidentes. Parce que finalement, la conjoncture économique globale n'est pas très bonne et cela impacte évidemment les PME. D'où ce plan de 3 milliards d'euros annoncé par Bruno Le Maire. Je voudrais rapprocher ce chiffre d'un autre chiffre. Ce sont les subventions données par l'État aux associations. Chaque année, les associations touchent la modique somme de 7 à 8 milliards d'euros. Chaque année. Ce qui est évidemment important par rapport aux 3 milliards d'euros octroyés aux PME. On a l'impression tout de même
que le monde associatif a les faveurs de l'État et du gouvernement, alors que les PME sont plutôt des laissés-pour-compte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ces associations, souvent, sont totalement inutiles, ne servent strictement à rien, sont idéologiques, ont le cœur à gauche de la gauche, sont complètement liés au système mondial de libertarisme, d'immigrationnisme, on ne compte plus les associations d'aide aux immigrés, d'antiracisme, de libertinisme sous tous ses angles, bref, des associations un peu bizarres tout de même. Et même s'il y a des associations remarquables, un très grand nombre d'associations qui reçoivent de très importantes subventions de l'État n'ont strictement aucun sens et aucun intérêt. Je pense que certaines associations comme la Ligue des droits de l'homme, comme SOS Racisme, ne devraient pas recevoir un sou de l'État. Nous n'avons pas à contribuer aux finances de ces associations. Or, ces associations qui touchent 7 à 8 milliards d'euros par an vont, sur le quinquennat Macron, avoir bénéficié d'une somme de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros. Chiffre à rapprocher du plan PME de 3 milliards. Nous voyons bien que l'État, nous voyons bien que le gouvernement a des priorités assez claires. Donner un petit peu d'argent aux PME, parce qu'il faut quand même soutenir un peu l'emploi, mais donner des fortunes considérables au monde associatif qui, par définition, est un monde qui est plutôt à gauche qu'à droite. Ceci pouvant expliquer cela. Et quand on compare 40 milliards à 3 milliards, comme disait ma tante Gertrude, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de les commenter. Sur ces très bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.